Alors, pourquoi faire une présentation sur la prononciation? Parce que la prononciation, elle se manifeste à chaque fois qu'on parle, chaque fois qu'on prend la parole. Et à chaque fois qu'on prend la parole, on véhicule beaucoup d'informations sur nous-mêmes. Par la voix, bien sûr, on va entendre par exemple si la voix hésite, si elle est bien posée, mais aussi par notre façon de prononcer, les intonations qu'on a, les gestes et les mimiques. Tout ça, ça va véhiculer des informations. Et nos auditeurs, ils s'appuient sur ces informations et ces impressions qu'on leur donne pour se former un jugement de nous, même s'ils n'en sont pas conscients d'ailleurs. Alors pourquoi apprendre la prononciation ou pourquoi la prononciation est importante? Parce que justement, finalement, c'est un moyen d'influencer sur ces impressions qu'on va créer chez ceux qui nous écoutent. Voilà, il faut bien se rappeler quand on parle de prononciation que ce n'est pas non plus uniquement la production de la parole et la production des sons, mais ça concerne aussi la perception. Comment vous êtes capable de comprendre une prononciation en langue étrangère. Donc, c'est important parce que la prononciation, ça concerne le fait de se faire comprendre, mais aussi de comprendre ce qu'on nous dit. Si on prend par exemple les accents étrangers, il faut savoir qu'on a tous un seuil de tolérance à cet accent étranger. Ce seuil, il change en fonction des individus. On a tous un seuil différent et aussi en fonction de si on est familier avec cet accent ou pas. Mais en tout cas, si on a en face de nous un interlocuteur avec un accent étranger et qui ne respecte pas le rythme, les accentuations, les intonations et les sonorités de notre langue à nous, de notre langue maternelle, le cerveau va établir une sorte de travail de compensation pour qu'on puisse comprendre et traiter le message. Et donc, finalement, cette compensation, ça va créer une sorte de charge cognitive pour nous, un effort supplémentaire pour écouter, un effort d'attention, et finalement, cet effort va faire qu'on pourrait perdre l'attention et l'intérêt à ce que nous dit la personne à cause de son accent, parce que ça nous impose de faire des efforts supplémentaires. Alors, dans la première partie de l'exposé, on va découvrir une expérience de psychologie sociale qui montre que les enfants, en fait, dès un âge très jeune, ils donnent moins de crédit à ce que leur disent les adultes si ces adultes ont un accent étranger. Ensuite, on va regarder une expérience de psycholinguistique qui va nous montrer que les sons d'une langue étrangère ne sont pas enregistrés de la même façon dans notre cerveau, ne sont pas encodés de la même façon que les sons de notre langue maternelle. Et en fait, ça va nous prouver tout là la nécessité d'une bonne prononciation, parce qu'en fonction de la qualité avec laquelle nous percevons les nuances de la langue étrangère qu'on apprend, eh ben, ça va déterminer notre niveau de compréhension dans cette langue. On va comprendre plus vite et mieux. Ça paraît un peu logique, mais on va regarder comment s'est déroulée cette expérience. Dans la deuxième partie, on va regarder un petit peu quelles sont les possibilités maximales dans la compétence de prononciation en fonction de l'âge auquel on commence à apprendre une langue étrangère. Enfin, dans la dernière partie, on va se pencher sur des aspects plus pratiques de l'enseignement de la prononciation. Des méthodes qui existent ou des challenges et les bonnes questions à se poser quand on décide d'enseigner la prononciation. Donc, on aura les deux premières parties qui sont un peu théoriques et la troisième partie qui traite des questions d'ordre pratique, voilà, qui sont liées à l'enseignement de la prononciation. Voilà, donc récemment, je suis tombée sur cette étude de psychologie sociale et j'ai vraiment été surpris et étonné sur les conséquences d'un accent étranger dans l'acceptation des informations nouvelles. Alors, c'est vrai que c'est une recherche qui est de psychologie sociale, on sort de la linguistique et de l'enseignement des langues, mais elle montre bien certains mécanismes inconscients qui sont en œuvre quand on entend un accent étranger. Voilà, donc vous voyez ici, les chercheurs dans cette étude, ils ont tenté de savoir sur quels critères de confiance les enfants évaluent les informations que les adultes leur donnent. Donc, cette expérience, elle mettait en scène des enfants entre 3 et 5 ans et des adultes. Et le but de ces adultes, c'était de faire apprendre aux enfants le nom de nouveaux objets, le nom d'objets qui étaient étranges. Et le but des adultes, donc, c'était vraiment de transmettre cette information sur comment s'appelle l'objet. Et les résultats de l'étude montrent que les enfants, pour croire les adultes, ils se basent sur des critères comme la familiarité. C'est-à-dire, s'ils sont familiers avec l'informateur, l'adulte qui leur parle, ils vont plus le croire que s'ils ne connaissent pas cet adulte. Il y a aussi par rapport à l'attitude de cet adulte. S'il est bienveillant, les enfants vont plus le croire
surtout si cet adulte est reconnu par les autres adultes comme le membre de la même communauté, en fait. S'il n'est pas reconnu, s'il n'est pas reconnu par les autres adultes, les enfants auront tendance à douter des informations qu'ils donnent. Et le troisième gros critère que montrait cette étude, c'était que les enfants se basent sur ce qu'on appelle la fiabilité épistémique. C'est-à-dire que si par le passé, un de ces informateurs a donné une fausse information, alors les enfants, bien sûr, ont tendance à plus le croire. Voilà. Alors, ce qui nous intéresse, nous, c'est que aussi, l'expérience a montré que quand l'informateur a un accent étranger, eh ben, les enfants le croient moins. Donc, les enfants font confiance, ils font plus confiance à un adulte qui n'a pas d'accent, ou du moins qui a l'accent de leur communauté linguistique. Donc moi, j'ai trouvé que cette étude était intéressante parce qu'en imaginant que ces mécanismes donc de sélection, de confiance, en fait, persistaient jusqu'à l'âge adulte, ça voudrait dire que si nos interlocuteurs, les personnes à qui on parle, perçoivent qu'on a un accent étranger, alors ils vont avoir tendance à douter de ce qu'on leur dit. Voilà. Donc ça, c'était... Salut Maria. C'était la première... C'était la première étude que je voulais partager avec vous. Alors, la seconde, c'est une étude de psycholinguistique qui part plutôt de... La focalisation de cette étude, c'est comment on comprend les sons de notre langue maternelle et comment on comprend les sons d'une langue étrangère. Et finalement, en gros, cette étude montre que donc, les locuteurs qui sont non natifs d'une langue enregistrent moins bien les sons d'une langue étrangère. Et on va voir les conséquences que ça a. Alors, ce qui serait bien, c'est qu'on aborde, qu'on révise peut-être ensemble certaines notions, et principalement la notion de phonème, parce qu'elle va être nécessaire à comprendre l'étude en question. Alors, donc, souvent on oppose la phonétique et la phonologie, les phonèmes et les phones. Alors, le phonème, c'est la représentation mentale d'un son physique. Donc, le son physique, il s'appelle le phone. Il rentre dans notre oreille et finalement, il est catégorisé en phonèmes. Les phones, il y en a des infinités. C'est-à-dire, par exemple, il n'y a aucun A du mot amour qui se ressemble. Et si je prononce 20 fois de suite le son amour, si on fait une analyse du spectre, on va se rendre compte que tous les A sont différents. Il y aura aussi, par exemple, des gens qui ont différents accents qui vont prononcer ce mot amour, mais dans votre oreille, ces phones vont se convertir en phonèmes. Et il n'y aura qu'un seul A qui existe. Ça permet donc de pouvoir catégoriser le monde qui nous entoure et de donner une référence unique à des phénomènes qui sont multiples. Voilà. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Le phone est concret, les sons c'est concret, et le phonème est quelque chose d'abstrait et subjectif. Voilà. Sinon, il y a la notion de lexique mental qui est importante ou intéressante si vous ne la connaissez pas. Donc, dans le lexique mental, on avance qu'à chaque fois qu'on apprend un nouveau mot, celui-ci, il entre dans notre lexique mental qui est une sorte de structure hypothétique, abstraite, où sont stockés tous les mots qu'on connaît. Mais c'est plus qu'un simple dictionnaire parce que à chaque mot qui est stocké dans ce lexique mental, il y a des informations sur sa phonologie, il y a des informations sur comment il s'écrit, des informations orthographiques, des informations morphologiques, par exemple, si c'est un verbe, que à ce moment, il peut peut-être avoir des désinences, des informations syntaxiques sur ce mot, où est-ce qu'en général il se trouve dans les phrases, dans quelle place il se trouve, et bien sûr des informations sémantiques. Donc le lexique mental, c'est la représentation des mots dans une sorte de lexique interne. Une représentation, qu'est-ce que c'est? C'est une unité symbolique qui représente un objet du monde externe ou aussi du monde mental. Et donc, on dit que toute information qui est stockée dans notre système cognitif est une représentation, une sorte de reflet du monde extérieur. Voilà, donc ici, vous voyez par exemple, on a un stimulus, on a le mot chat. Donc, c'est un mot, par exemple, si on lit le mot chat, ici, c'est un mot lu. Ou on a par exemple quelqu'un qui prononce le mot chat. Le mot va rentrer dans notre lexique mental et là, on va avoir toutes les informations qu'on a accumulées en fait, sur chat.
sur le chat. Donc, non seulement sa forme phonétique, que ce mot se prononce bien chat, comment il s'écrit, mais aussi toutes les informations qui sont en mémoire à long terme. C'est-à-dire tout ce qu'on sait sur les chats, par exemple, que c'est un animal à poil, qu'il vit entre 5 et 15 ans, je ne sais pas, je dis n'importe quoi. Et aussi toutes les expériences que vous avez eues vous-même avec les chats. Donc voilà, c'est un peu ça l'idée du lexique mental. Il faut savoir que tous les mots du lexique mental sont connectés au niveau sémantique. Donc, je ne sais pas, moi, si je vous dis bus et que vous vivez en Angleterre, les bus sont rouges, donc bus va être associé au mot rouge. Mais il y a aussi des associations qui sont phonologiques. Par exemple, ici, si on regarde l'image, bon, c'est en anglais, mais on voit que peace, eh ben, il est associé à pee, peel, peep, mais aussi à patch, purge, pouch, ou que le mot peace est associé à teach, à reach, à beach, à leech. Donc voilà, on voit que ça constitue vraiment des réseaux qui sont vraiment très intriqués et très complexes, très, très complexes. Voilà, donc on a vu les notions de phonème qui étaient importantes, les notions de lexique mental. Et maintenant, ça serait bien qu'on se pose la question, comment, quand on nous parle, on est capable de reconnaître et sélectionner des mots à partir des sons? Parce que finalement, quand on nous parle, c'est une chaîne sonore, et nous, on arrive à diviser cette chaîne sonore en mots. Alors, comment ça se passe, ce processus de décodage? C'est ce que les psycholinguistes étudient. Alors, on va regarder un modèle qui est un des modèles en vigueur, qui est celui de la cohorte. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que finalement, il y a un processus de sélection qui se fait. C'est-à-dire qu'à mesure qu'on entend des sons, eh ben, des mots sont sélectionnés. Par exemple, ici, on a le mot danse, ou danser plutôt. Donc, quand on entend l'hypothèse, le postulat de ce modèle, c'est que quand on entend le premier son du mot danser, qui est un D, on va activer toute une liste de mots qui vont s'appeler des candidats ou une cohorte. Donc, dans notre esprit, dans notre lexique mental, justement, on va avoir le mot dormir qui va s'activer parce qu'il commence par un D, le mot danser qui va être finalement notre mot cible, le mot dans, le mot date, bon là bien sûr il n'y en a que 4, mais vous comprenez le principe. Quand on entend le son suivant, qui va être dans ce cas-là, il y a des mots qui vont dégager. Par exemple, le mot date ou le mot dormir n'ont pas le son en, donc ils s'en vont. Il y a aussi une sélection qui s'opère par rapport à si les mots sont possibles par rapport au contexte avec lequel on parle. Donc, le système enlève avec les informations phonologiques qu'on lui donne, mais aussi par rapport au contexte. Et donc, finalement, il s'opère ce système de sélection. Donc, d'abord le D, après le en, et là, quand on entend danse, on sait que c'est plus dans, mais que c'est bien danse. Et quand on va entendre le et, danser, ok. Donc, le système a opéré une sélection, et finalement, on s'est retrouvé avec un mot final. On a entendu le son D, en, s, danse, et voilà, ça a activé le mot dans notre lexique mental, le mot a été sélectionné, et c'est comme ça qu'on peut comprendre une chaîne sonore, un discours ou quelque chose qu'on nous dit. Voilà, donc on en revient à cette étude. On va parler des sujets de cette étude. Donc l'expérience a eu lieu en langue anglaise et donc a rassemblé des locuteurs qui étaient natifs d'anglais et des locuteurs natifs de néerlandais, de hollandais, qui, eux, apprenaient la langue anglaise. Donc qui n'étaient pas locuteurs natifs d'anglais, qui étaient apprenants de langue anglaise avec comme langue maternelle, comme langue première, le hollandais. Alors, comme vous pouvez voir, je vais zoomer un petit peu, j'espère que vous voyez vous aussi. Donc, tous les sujets sont munis d'un casque, en fait, d'un dispositif d'enregistrement oculaire qui va enregistrer tous les micro-mouvements que font les yeux. On n'en est pas conscient, en fait, mais à chaque seconde, nos yeux bougent de façon très, très rapide, font des micro-mouvements et sautent d'un endroit à l'autre. Et tous ces sauts, ça représente les déplacements de l'attention. Voilà, donc cette recherche, comme je vous le disais, elle montre les conséquences de ce qui se passe quand on n'arrive pas à discerner comme il faut les sons d'une langue étrangère. Donc par exemple, si on prend le cas, je vais vous illustrer ça, si on prend le cas des apprenants japonais, peut-être que vous savez qu'ils n'entendent pas la différence entre L et R, parce que dans leur langue maternelle, en fait, ils n'ont pas ce contraste. Ça veut dire que un japonais qui apprend l'anglais, pour lui, lace et race, ça va être pareil. Ou right et light, ça va être pareil.
Je suis désolé, j'ai les exemples en anglais parce qu'ils sont tirés de cette étude. J'aurais voulu idéalement vous les donner en français. Mais voilà, je pense que vous comprenez bien ici ce que je veux vous dire. Par rapport aux apprenants hollandais, eux, ils n'entendent pas la différence entre « est » et « a ». Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que nous non plus, en tant que locuteur natif, si vous êtes locuteur français, de langue française, on n'a pas le son « a ». Par exemple, comme dans « cat »,« a ». Et donc, dans cette étude, il fallait reconnaître le mot « panda ». Alors, ces apprenants hollandais, eux, dans leur système, ils ont bien le son « e », comme dans « pencil », mais ils n'ont pas le son « a », comme dans « panda ». Alors, pour eux, pan, pen, tan, ten, en fait, c'est identique. Ça pourrait, en fonction du niveau qu'ils ont en langue étrangère, ça pourrait avoir exactement le même son. Et pour nous aussi, d'ailleurs, parce que justement, on n'a pas le son « a ». Voilà. Alors, si on revient à la tâche de l'expérience, donc on a donné, la tâche s'appelle le Visual World Paradigm. Comment dire? Bon, ce n'est pas très important le nom de cette tâche. Simplement, ce qu'il fallait faire, il faut faire des instructions. Donc, comme je vous le disais, les sujets ont ce casque qui va enregistrer les mouvements oculaires et on leur montre des images. Alors ici, on a une robe, on a une fraise, on a le panda et on a le pencil. Donc, panda, pencil, strawberry. Et on va dire aux participants, avec la souris de l'ordinateur, cliquez sur le panda, et déplacez-le sur le rond, par exemple. Et donc, nous, ce qu'on va étudier, ou du moins ce que les scientifiques vont étudier, c'est quel objet les sujets vont regarder quand on va leur donner cette instruction à faire, cette tâche à faire. Alors, on va regarder maintenant le graphique qui va vous montrer les résultats. Il faut que je revienne. Voilà. Alors, donc, à droite, vous avez le graphique des locuteurs de langue anglaise et à gauche, le graphique des locuteurs de langue maternelle hollandaise. Alors, à droite, sur la courbe des abscisses, on a le temps. Sur la courbe des ordonnées, on a le nombre de fixations sur les objets. Et les courbes, bah justement, ça représente les 3 objets. Donc, on avait la fraise. La fraise, dans ce genre d'expérience, on dit que c'est le distracteur. Parce que ce qui nous intéresse vraiment, c'est le mot pencil et le mot panda. D'ailleurs, on peut voir très clairement que donc, chez les 2 types de sujets, dans les 2 catégories de sujets, en fait, ils regardent très peu le mot fraise. Par contre, on voit très bien que les locuteurs de langue maternelle anglaise font tout de suite la différence. Vous voyez qu'ici, c'est repéré beaucoup plus vite par rapport à l'axe des abscisses qui représente le temps, entre la courbe ici du panda et la courbe ici de pencil. Alors qu'en fait, les locuteurs de langue hollandaise, ils vont regarder beaucoup plus longtemps les deux mots, les 2 images, donc celle du mot panda et celle du mot pencil, parce que justement, ils ne font pas la différence entre A et N. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est clair, si vous êtes familier avec ce genre de tableau, il y a peut-être beaucoup de notions, mais bon, voilà, j'ai pensé que c'était intéressant et je me suis dit que j'allais essayer donc, de vous présenter cette étude. Alors, bah justement, si on regarde un petit peu les conséquences de cette étude, qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous montre que quand on n'arrive pas à discerner des sons, eh ben, on va vous rappeler ce modèle de la cohorte. En fait, il y a des sons, des mots qui vont être proposés dans notre cerveau qui ne sont pas les bons. Donc, en fait, on va mettre plus de temps et on risque d'avoir des confusions sémantiques, en fait. C'est-à-dire qu'on pense, on devrait comprendre quelque chose et finalement, on comprend quelque chose qui est absolument différent. Donc, nous, en tant que professeurs, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que si nos élèves arrivent bien à percevoir les contrastes, si on les éduque justement à percevoir ces contrastes, eh ben, ils vont accéder aux mots sans ambiguïté et ils vont accéder au sens de ce qu'on leur dit beaucoup plus vite. Voilà. Donc, c'était pour ça que je voulais vous présenter cette étude. Alors maintenant, donc, on va passer... donc, on va continuer un petit peu sur des aspects théoriques sur les critères de performance, ou plutôt l'observation des performances maximales en fonction de l'âge auquel on commence à apprendre une langue étrangère. Alors, encore une fois,
on va se pencher sur les concepts, on va se pencher sur le concept d'interlangue et de fossilisation. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui parmi vous savent ce que c'est l'interlangue, mais j'ai essayé de faire un petit schéma, alors je ne sais pas, c'est très schématique justement, mais quand on apprend une langue étrangère, en fait, on développe une sorte de système linguistique intermédiaire qui est à la fois différent de notre langue maternelle et pas du tout encore comme la langue cible. C'est ce qu'on appelle l'interlangue. Voilà, donc schématiquement, j'ai représenté notre langue maternelle avec des traits ici qui représentent les caractéristiques de la langue, tout comme une couleur spécifique. Et on voit ici que la langue cible possède des caractéristiques absolument différentes et que finalement, on ne va pas transiter entre du jaune et du bleu et passer de ça à ça directement. On va transiter par ce qu'on appelle l'interlangue. Donc l'interlangue, il possède des caractéristiques à la fois de la langue maternelle et à la fois de la langue qu'on veut apprendre, ce qu'on appelle la langue cible. C'est un système qui est instable et qui est toujours en construction. Il se sert des informations qu'il perçoit de la langue qu'il veut apprendre pour faire des hypothèses sur le fonctionnement justement de cette langue et mettre en application ses règles. Donc, par exemple, il va observer que quand on utilise vous, généralement, les verbes, très très généralement, ils finissent par « et », par le son « et ». Par exemple, vous parlez. Et pourtant, donc l'apprenant va généraliser dans son interlangue cette règle, et c'est comme ça qu'il va faire la faute, qu'il va dire « vous faisiez » et qu'il ne va pas dire « vous faites ». Donc, il va faire une généralisation un peu abusive, et cette erreur donc, va se retrouver justement dans l'interlangue qui ne respecte pas encore toutes les règles de la langue cible. Alors maintenant, la fossilisation, il peut arriver justement que ce système qui est censé toujours se mettre à jour pour essayer le plus possible de se rapprocher de la langue qu'on apprend, arrête de se développer, arrête de se mettre à jour, quelle que soit l'exposition qu'on a à cette langue, quel que soit le degré de motivation qu'on a pour l'apprendre, il se peut en fait qu'il arrête de se développer. Donc on dit qu'il se fossilise, et ça veut dire que l'apprenant en fait peut plus faire de progrès, il est bloqué. Alors ces erreurs, qui sont des erreurs fossilisées, comme on les appelle dans le langage technique, elles peuvent être de deux types. Soit elles peuvent être temporaires, c'est-à-dire qu'on peut la corriger, par exemple si le professeur dit « attention, tu fais cette erreur, essaye de la corriger », donc si l'apprenant a un feedback finalement. Mais il y a aussi des fossilisations qui sont permanentes, c'est-à-dire qu'on ne peut pas déloger l'erreur, elle est là, elle est fixée. Par rapport à la prononciation, ça veut dire que la plupart des apprenants adultes, souvent, ils ne pourront plus améliorer les compétences de compréhension ou de production des sons, et ils vont toujours faire les mêmes erreurs, quand ils produisent des schémas d'intonation, par exemple. Voilà, et donc d'où vient cette fossilisation? Donc les chercheurs proposent que ça vient de facteurs environnementaux, c'est-à-dire par exemple à quel point on est exposé à la langue, bien sûr. C'est sûr que si on a peu d'exposition à la langue qu'on apprend, on a beaucoup de chances de faire des erreurs qui vont se fossiliser. Mais c'est aussi par rapport à des facteurs qui sont personnels. Par exemple, l'apprenant peut être absolument indifférent au fait de faire des fautes et de fossiliser des fautes. Peut-être qu'il s'en fiche, et donc ça, c'est sa responsabilité, et c'est aussi un facteur de fossilisation. Ça peut aussi venir d'un mauvais enseignement, si le professeur ou la méthodologie enseigne quelque chose de faux, ou d'une pratique répétée, d'une mauvaise pratique, qui fait qu'à chaque fois, on répète une erreur, donc finalement, on la fossilise. Il y a aussi l'influence de notre langue maternelle. Par exemple, si dans votre langue, vous roulez les R, il y a vraiment beaucoup de chances pour qu'en français aussi, vous allez dire ne prends pas froid. Voilà. Parce que ça vient de votre langue maternelle et finalement, ça va être une erreur qui va être très difficile à corriger. Parmi les autres explications, il y a donc au niveau neurobiologique, on a des structures cérébrales, des réseaux de neurones qui évoluent avec le temps, qui évoluent avec l'âge. Et peut-être que vous avez entendu parler de plasticité cérébrale. Avec le temps, justement, cette plasticité se fige. Et c'est-à-dire que concrètement, on va plus être, à cause de cette fixation, on va plus être capable, par exemple, d'entendre des contrastes phonétiques ou de modifier la production de son. Notre articulation va plus être capable de le faire. Et justement, la théorie des périodes critiques, c'est de dire que cette fossilisation, elle est inévitable
pour les gens qui apprennent une langue tardivement. Alors, on va regarder un petit peu ces seuils critiques par rapport à la maîtrise des phonèmes. Donc, vous vous rappelez les sons de la langue. Ici, sur l'axe des abscisses, on a l'âge d'immersion, c'est-à-dire à quel âge les sujets ont appris la langue. Et sur l'axe des ordonnées, on a la qualité de l'accent. En bas, on entend quand le locuteur parle, quand le sujet parle, son accent étranger. Et en haut, en fait, c'est ce qu'on qualifie de bon accent, c'est-à-dire qu'on n'entend pas d'accent étranger. On peut donc voir, en fait, qu'au fur et à mesure de l'âge, on voit une courbe donc, qui descend et que finalement, plus le temps passe, moins on est capable de produire un accent natif. Et que si on commence à 20 ans, par exemple, on a de très, très, très fortes chances d'avoir un mauvais accent, entre guillemets, et and to speak English like any Frenchman would do. Voilà, par exemple. Donc la phonologie, c'est marrant, enfin, c'est intéressant de constater que c'est une des premières compétences qui décline avec l'âge. D'ailleurs, ça se voit ici. On n'a pas les mêmes performances entre des bébés, par exemple, et des enfants même de 10 ans. C'est-à-dire que ces compétences ont déjà vraiment pas drastiquement baissé, mais bien baissé. On peut le voir sur la courbe. Et en fait, ça commence à baisser à partir de 8 mois. C'est vraiment incroyable, mais un bébé de 8 mois est plus performant pour distinguer les sons des langues étrangères qu'un bébé de 12 mois. On dit que dans les 8 premiers mois, tous les bébés sont capables de distinguer le son de toutes les langues étrangères du monde. Et qu'à partir de 8 mois, en fait, les modules dans notre cerveau se spécialisent pour notre langue maternelle et qui vont finalement faire que on va entendre de moins en moins ces contrastes. Et on ne pourra plus jamais prétendre être un anglais ou je sais pas, un japonais, parce qu'on aura toujours une trace d'accent. On a vu aussi qu'il y avait des différences entre les individus par rapport à cette capacité de discerner les phonèmes, et on retrouve ces différences au niveau donc, du cortex auditif. Le cortex auditif, donc il y a le cortex primaire ici, qui lui va être en charge de traiter des fréquences, et le cortex secondaire, qui lui va transformer les fréquences qu'il entend en des phonèmes et en des sons de discours. C'est-à-dire que les sons ne sont plus seulement des fréquences, mais ont un sens. Alors, on s'est aperçu que pour les gens qui avaient bien à faire les contrastes phonétiques d'une langue, eh ben, ils avaient ce qu'on appelle le gyrus de Helsch, qui est ici, qui était plus développé. Donc, ça se traduit au niveau des substrats cérébraux qu'on a. C'est vraiment visible. Les gens qui sont capables de mieux percevoir ont donc des réseaux neuronaux qui sont plus développés que les autres. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des solutions à ce problème de fossilisation? C'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, bien sûr, ce qu'il faut déjà pour prévenir cette fossilisation, c'est d'avoir vraiment beaucoup d'exposition à la langue, et de préférence avec des locuteurs qui sont physiques. C'est-à-dire qu'on a vu que finalement, ce n'est pas parce qu'on écoute des informations sur Internet que ça va nous aider à ne pas fossiliser des erreurs, par exemple. Donc voilà, ça c'est une chose. Du côté des professeurs, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour essayer de déstabiliser cette fossilisation, c'est-à-dire essayer de la faire disparaître? Eh ben, la première chose déjà, c'est d'entendre les erreurs que font l'apprenant. Si on n'est pas capable de les entendre, ça veut dire qu'on va être jamais capable de le corriger. C'est logique, mais c'est quand même important. Parce que peut-être que certains d'entre nous croient entendre les erreurs des apprenants, alors qu'en fait, eux-mêmes ne sont pas capables de les entendre. Du côté de l'apprenant, s'il ne veut pas fossiliser des erreurs, il faut déjà, ou du moins, s'il veut se débarrasser d'une erreur fossilisée, la première chose aussi, pour lui, c'est d'en prendre conscience, c'est qu'il a une erreur fossilisée. Et la deuxième chose, c'est d'être motivé, parce que c'est vraiment pas facile à s'en débarrasser. Donc la motivation, on s'est aperçu qu'elle était vraiment essentielle pour se débarrasser de ce type d'erreur. On s'est aussi aperçu qu'il fallait avoir des instructions explicites sur les contrastes d'une langue. Donc ça, c'est le professeur qui est, par exemple, capable de le donner. Donc, au niveau intellectuel, de dire, eh ben, attention, est-ce que vous entendez bien qu'en français, le « en » est plus ouvert que le son « on ». Donc, des informations qui sont intellectuelles. Mais ce qu'il faut, je dirais en premier lieu,
et c'est ce que des méthodes comme la méthode verbotonale proposent, c'est une rééducation de la perception. Pas au niveau intellectuel, vraiment au niveau perceptif, pour que l'apprenant entende vraiment, sans passer par l'intellect, mais sente ou même sente par la perception les différences qu'il y a dans les sons. Je voulais quand même vous parler des exceptions, parce que donc, ce que je vous ai montré maintenant, cette interlangue, cette fossilisation, ça concerne la plupart des gens. Mais il faut savoir qu'il y a des exceptions. Alors, on va regarder un petit peu, on va essayer d'étudier le profil type de ces exceptions qui représentent finalement entre 0,1% et 5% des gens, selon les travaux. Donc, on va dire que c'est les heureux élus, parce que vraiment, ça constitue un tout petit nombre qui, eux, parviennent à maîtriser la prononciation en langue étrangère comme celle des natifs. Même si, et c'est bien là toute la question, même s'ils ont commencé après les seuils critiques qu'on a vus, même s'ils ont commencé tard une langue, ils sont capables de l'apprendre d'une telle façon qu'un locuteur natif ne va pas entendre l'accent étranger. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Est-ce que j'ai le temps de vous parler de ça? Donc, déjà, il y a deux types de caractéristiques. Il y a des caractéristiques individuelles et des contextes d'apprentissage. Donc, ces gens qui constituent des exceptions parce qu'ils n'arrivent à pas avoir d'accent bien qu'ils aient commencé à apprendre une langue tard, ils ont un mode de perception qui est ce qu'on appelle continu. Alors bon, je vais dire que j'ai le temps de voir ça avec vous. Donc, comment j'ai représenté ça? Sous forme d'onde, de signal. C'est un peu comme la différence entre un signal analogique et un signal numérique. Donc, le mode continu, et c'est d'ailleurs le mode, on suppose que les enfants utilisent ce mode quand ils apprennent leur langue maternelle, c'est qu'à chaque point de la courbe, on est capable de prendre conscience de toutes les aspérités, de toutes les nuances à chaque point de la courbe. Et donc, ce qui fait que c'est grâce à cette sensibilité qu'on va vraiment être très sensible à toutes les différences. Donc ça, c'est le premier mode de catégorisation qu'on appelle continu. Et le second, c'est comme le signal numérique, c'est-à-dire c'est ou tout ou rien. Et donc là, ces gens vont ne plus être sensibles à chaque point de la courbe, mais plutôt avoir un signal 100% ou 0%. Par exemple, ils vont entendre la différence entre un P et un B. Donc, je vous le rappelle, le B, on fait vibrer les cordes vocales. Mais ils ne vont pas entendre combien de temps, par exemple. Quand on dit B, on va faire vibrer les cordes vocales. Ou avec quel type de lettres les cordes vocales vont vibrer. Alors que dans la perception, plutôt grâce à la perception continue, on est capable d'entendre toutes ces petites nuances. Donc, comme je vous disais, on soupçonne les enfants, enfin, c'est pas un soupçonne, mais on donne à ces enfants ce don de pouvoir entendre toutes ces nuances. Et justement, ces adultes, on imagine, ou on postule plutôt, que ces adultes qui sont capables de ne pas avoir d'accent étranger, même s'ils ont appris tard, eh ben, sont capables de réactiver ce mode analogique qui va leur permettre d'être vraiment très, très sensibles à toutes les nuances. Voilà, donc ces personnes-là, non seulement elles ont peut-être ce mode de perception réactivé, mais en tout cas, elles sont très motivées. Et quand on les observe, quand on observe leur cerveau en fonctionnement, on peut voir qu'elles ont une organisation qui est différente de celle des autres. Par rapport au contexte d'apprentissage, toutes ces personnes-là, elles ont eu un accès continu à de l'input, c'est-à-dire elles ont été exposées à la langue étrangère continuellement, et on leur a donné des instructions explicites, en leur disant, attention, la langue que tu apprends, elle fonctionne comme ça. Et voilà, l'ensemble de ces facteurs fait que, ils sont capables de ne pas avoir d'accent. Il y a aussi des variables qui demeurent à être étudiées, qui méritent d'être étudiées plus, c'est les variables qui sont liées au langage. C'est-à-dire qu'un Français n'ait pas d'accent quand il apprend l'italien, c'est une chose, mais qu'il n'ait pas d'accent quand il apprend une langue distante, comme le chinois ou le japonais, c'en est une autre. Et là, je vais vous proposer de regarder Akira Mizubayashi. Donc, je vais jouer cet extrait et vous allez bien garder dans l'esprit que Akira a commencé le français à l'âge de 18 ans, donc au-delà des périodes critiques,
Vous allez bien écouter et vous allez me dire si vous entendez un accent étranger dans son français. Je crois que je suis étranger, je suis devenu étranger à ma propre langue par le biais de la langue française. Je ne suis pas français, je reste extérieur à cette langue que je contemple de l'extérieur et dans laquelle j'ai le plaisir de travailler, bien sûr. Je crois que tout dire, ça ne veut rien dire. Le réel est irreprésentable. On ne peut jamais tout dire. Parce qu'à partir du moment où on énonce un mot, ça veut dire quoi énoncer un mot? C'est éliminer tous les autres. Voilà, donc je ne vous montre pas tout l'extrême, vous avez vu qu'il parle français bien mieux que moi. Du moins que ça s'entend absolument pas. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais donc voilà, ça c'est possible. C'est possible, mais c'est extrêmement rare. C'est ce que disent les scientifiques. Donc comme je vous disais, entre 0,1% des apprenants et 5%. Voilà, entre 1 pour 1000 et 5%. Ça ne fait pas beaucoup. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai encore à vous dire à propos de ce sujet? Je pense rien. Donc, on a vu, sous forme de récapitulatif, on a regardé donc, cette expérience de psychologie sociale et cette expérience de psycholinguistique pour comprendre à quel point une bonne prononciation était importante. Et on a vu un petit peu ces critères de réussite maximale pour les apprenants de langue étrangère en fonction de l'âge qu'on avait. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est de passer à des aspects plus pratiques de l'enseignement de la prononciation en classe. Voilà. Alors tout d'abord, il faut savoir que la prononciation, c'est un sujet qui est très sensible. Pourquoi? D'abord parce qu'il implique le corps. Si on fait une comparaison des domaines de la langue et des matières à l'école, on va dire par exemple que la grammaire, c'est les maths de la langue. Le lexique, c'est l'histoire ou la géographie. Et la prononciation, finalement, c'est la gymnastique. Parce que quand on apprend une langue, on apprend de nouveaux gestes articulatoires. On apprend à former des nouveaux sons. C'est un nouveau rythme, c'est une nouvelle façon de respirer, de poser son souffle, de placer l'énergie à la fin de l'accent, par exemple, de placer de l'énergie sur des accents, à la fin de la phrase ou sur certaines syllabes des mots. Donc ça, c'est l'aspect physique. Donc, le corps est impliqué quand on apprend la prononciation, du moins quand on travaille sur la prononciation. Non seulement le corps est impliqué, mais la prononciation touche aussi à l'identité, à l'ego. Il y a des gens qui vont vous dire « Ah non, mais moi, je veux garder un petit accent de chez moi. Je ne vois pas pourquoi je changerais d'accent. Mon accent, c'est moi. » Tout ça, c'est légitime. Et c'est là où on se rend compte que finalement, l'accent, c'est un marqueur d'identité. C'est lié à l'ego. Donc, quand on touche à l'accent, on touche à l'ego. C'est aussi pour ça qu'il y a des apprenants qui vont se vexer plus facilement si vous corrigez une erreur phonétique qu'une erreur de grammaire. Il va sentir cette correction plus personnelle, comme si on le mettait en doute, par exemple. Qu'on le mettait en cause plus que sur une erreur de grammaire. Quand on travaille la prononciation, c'est aussi s'exposer, on prend des risques, et c'est là où peut-être que le groupe facilite la tâche. Parce que quand on est face à face avec le professeur, peut-être qu'on a peur de se dévoiler, alors que quand on est dans le groupe, eh ben, on est un peu dilué avec les autres et on est moins remarquable. Voilà. Donc, tous ces facteurs pour vous dire que quand on enseigne la prononciation en tant que professeur, il y a une attitude clé, c'est la bienveillance et la dédramatisation. Ça va permettre justement à l'apprenant de se rendre compte que ce n'est pas très grave finalement, que c'est un jeu, et puis ça va le décomplexer. Il va prendre des risques grâce à ce climat, en fait, ce climat que vous aurez installé dans la classe. Voilà. Donc, la prononciation, c'est un sujet sensible. Le but ultime ultime peut-être pas, mais le but de la correction phonétique, c'est de pourvoir l'apprenant d'une capacité d'autocorrection. C'est-à-dire qu'il soit capable lui-même d'entendre qu'il a fait une faute et de la corriger. Donc ça implique, en premier lieu, qu'il est capable de percevoir
qu'il a fait une faute de prononciation, c'est-à-dire bien connaître justement les contrastes de la langue qu'il parle, mais aussi la capacité de se corriger sans la présence du prof. Donc ça, c'est vraiment la compétence qu'on attend de l'étudiant, d'autocorrection. On va regarder maintenant rapidement les méthodes qui existent pour corriger la phonétique. Alors, je vous en ai montré deux, parce que je pense que c'est les méthodes les plus populaires, entre guillemets. Donc, vers tous les débuts déjà du XXe siècle, on a donc la méthode articulatoire. Dans la méthode articulatoire, on présuppose que l'erreur de prononciation vient d'un défaut articulatoire à corriger. C'est pour ça qu'on va déjà décrire comment les sons se prononcent, faire des schémas, donc vraiment passer par l'intellect pour expliquer la différence des contrastes d'une langue. Donc on peut voir toutes les coupes, les instructions. Voilà, donc on a ça d'un côté, et d'un autre côté, vous avez la méthode verbotonale, donc, qui a été intégrée dès les années 60 aux méthodes qu'on appelait SGAV, structuro-global audiovisuel. Et à cette époque-là, dans l'enseignement du français langue étrangère, la prosodie, les schémas rythmiques étaient très importantes. Donc on peut voir, Monsieur Dubois habite ici. Donc on a vraiment les schémas intonatifs, on enseignait ça aux élèves. Et à cette époque-là, donc on essayait vraiment de travailler sur leur perception. Cette méthode, donc on appelle, qui est apparue dans les années 70 et qui s'appelle méthode verbotonale, dans cette méthode, dans les années 50, excusez-moi, la faute ne vient pas d'un défaut articulatoire, elle vient avant tout d'un manque de perception. C'est-à-dire que dans cette méthode, on va faire primer la perception sur l'articulation. On ne va pas forcément donner des explications théoriques sur comment les sons sont produits, où ils sont produits. On va essayer de faire percevoir chez l'apprenant ces nuances acoustiques, mais de façon implicite, sans les expliquer. Voilà. On va peut-être jouer sur des contrastes, sur des intonations. Voilà, c'est toute une méthodologie qui est extrêmement intéressante et très efficace. Donc voilà, deux méthodes de correction, la méthode articulatoire, la méthode verbotonale. Qu'est-ce que c'est une bonne présentation? Une bonne prononciation, pardon. Une bonne présentation aussi, on peut se poser la question. Alors, on va un petit peu regarder qu'est-ce qu'une bonne prononciation. Donc, généralement, ce que les gens voudraient entendre, leur rêve, l'apothéose pour un apprenant d'une langue, c'est d'entendre dire « Ah bon, mais vous n'êtes pas étranger? Vous n'êtes pas français? Moi, je croyais que vous étiez français, vous n'avez pas d'accent. » Mais pourtant, tout le monde a un accent. Et qu'est-ce que c'est l'accent? L'accent, il est défini par des particularités phonétiques, c'est-à-dire comment vous prononcez les voyelles, comment vous prononcez les consonnes, quel est le rythme, à quel rythme vous prononcez, quelles sont les particularités prosodiques, la mélodie, l'accentuation que vous allez mettre. Donc tout ça, ça constitue l'accent. D'une façon plus simple, on peut dire que c'est des habitudes de prononciation. Et ces habitudes, ça nous permet de distinguer des groupes. Donc il y a l'accent français, il y a l'accent belge, l'accent canadien, mais ça permet aussi de caractériser des groupes régionaux. On a l'accent du sud-ouest, l'accent de Marseille, l'accent ch'ti, l'accent parisien. Donc on a des accents aussi différents selon les régions. Et l'accent, il caractérise aussi des groupes sociaux. Par exemple, on a l'accent des jeunes de banlieue ou des bourgeois, des quartiers riches. C'est deux accents différents qui, eux, vont caractériser vraiment, c'est plus de la sociolinguistique, mais on peut voir que vraiment l'accent a une fonction de discrimination. Ce qui nous amène à la question de la norme, en fait. Quel français enseigner? Quelle norme enseigner? Et qu'est-ce que c'est la norme, déjà? Donc, la norme, c'est la variété standard. C'est, on va dire, quand on entend quelqu'un parler français, il n'y a rien qui attire notre attention là-dessus. C'est quelque chose qui est très neutre, en fait. La façon dont il parle ne présente rien qu'on remarque de particulier. Et cette norme-là, on l'entend dans les médias. C'est-à-dire rarement, ça arrive, mais rarement dans les médias, vous allez entendre quelqu'un qui a un accent marqué, qui a un accent régional marqué ou un accent étranger. On préférera toujours un accent neutre, en fait. Alors pour nous, les professeurs, qu'est-ce qu'on enseigne? Quel accent on enseigne? Je pense que c'est évident qu'il faut tenir compte qu'il faut se baser sur ce français standard.
Parce que le but, a priori, pour un apprenant, c'est d'être intelligible, c'est d'être compris par le plus grand nombre d'interlocuteurs. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il ait une production marquée par un accent spécial. Il faut vraiment qu'il se rapproche le plus possible d'une prononciation modèle. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est que nos apprenants soient au courant de tous les accents qui existent, ou du moins la plus grande partie des accents. Et donc, comme à titre d'illustration, on peut leur faire écouter, il y a plein de plateformes sur Internet qui peuvent le montrer, un accent d'une autre région de France, par exemple, ou un accent belge, un accent suisse, ou un accent canadien. L'avantage aussi d'exposer à plusieurs types d'accents, on a vu tout à l'heure les phonèmes, c'est que en fait, donc on va avoir plusieurs versions, plusieurs accents, mais l'apprenant il va faire émerger quelque chose d'invariant. Il va chercher ce qui ne varie pas dans tous ces accents, et finalement ça va consolider sa représentation des phonèmes dans son lexique mental. Ça va être consolidé. Par exemple, s'il entend alors, quelle heure il est? Ou il entend alors, quelle heure il est? Ou alors, quelle heure il est? Ou alors, quelle heure il est? Donc, ils vont entendre plein d'accents différents, mais finalement, tous ces sons, tous ces alors, quelle heure il est, ça va correspondre à des phonèmes qui vont être uniques. Donc, s'il arrive à faire la différence, s'il arrive à rapporter toutes ces nuances à une représentation mentale unique, ça veut dire qu'il est capable de comprendre tout le monde. Donc, je pense que c'est important, à un moment donné, de faire écouter toute la variété d'accents qui existent, toute la variété d'accents français qui existent. Voilà. Alors, je ne sais pas combien d'entre vous enseignent la prononciation. Ici, dans cette partie questions à se poser, je voulais justement que vous puissiez vous poser certaines questions. Parce que peut-être que ça va vous permettre de réaliser certaines choses par rapport à votre situation. Mais je ne sais plus si on a le temps, si j'ai le temps de continuer. Alors, je vais passer vite parce que je crois que j'ai dépassé mon temps de parole. Alors, tout d'abord, est-ce que les structures dans lesquelles vous travaillez, les écoles dans lesquelles vous travaillez, enseignent la prononciation, vous permettent d'enseigner la prononciation, vous laissent le temps de le faire? Parce que peut-être que vous avez un programme qui est très chargé, et que vous n'avez absolument aucun espace pour enseigner la prononciation. Peut-être que l'instance où vous enseignez, la structure, elle s'en fiche et elle n'attend pas que vous enseigniez la prononciation. Donc là, peut-être qu'il faut se poser la question de l'initiative personnelle. De vous dire, OK, bon, je prends la responsabilité parce que je pense que c'est important. Par rapport à vous-même, comment vous vous situez si vous avez un accent étranger? Si vous décidez d'enseigner la prononciation, mais que vous avez un accent étranger. Je pense qu'il faut vraiment se poser cette question et savoir qu'en fait, il y a beaucoup d'études qui ont montré que ce n'est pas le caractère natif ou non natif d'un prof qui va avoir un gros impact sur la progression des apprenants. Donc, en gros, ça veut dire que ce n'est pas très, très grave. Et ce qui peut être, pour alléger vraiment la pression d'être l'unique modèle et le représentant de l'accent parfait, ça peut être intéressant de donner aux apprenants l'opportunité d'écouter d'autres locuteurs, en fait, pour qu'ils se rendent compte qu'il y a plein de façons de parler différentes. Une autre question à vous poser, vous connaissez la correction phonétique, vous avez lu certaines choses, est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous êtes assez formé pour l'enseigner? Est-ce que vous possédez les connaissances techniques, les connaissances plutôt, et les techniques pour le faire? Et aussi, est-ce que vous avez assez confiance en vous? Voilà, donc la réponse à cette question, ça va être, si vous amorcez un examen intérieur, c'est à vous de faire cet examen pour vous dire, OK, je suis prêt, je ne suis pas prêt. Après, il y a d'autres questions qu'on peut se poser, c'est combien de temps on se consacre à la correction phonétique? Est-ce qu'il faut en faire un petit peu à chaque cours? Est-ce qu'il faut dédier un cours entier à la correction phonétique? Ça aussi, c'est une question importante. La question du groupe. Quand vous avez un grand groupe et que vous décidez de travailler à la prononciation, ça va être des exercices absolument différents qu'un petit groupe. Voilà. Il y aura encore beaucoup de choses par rapport à l'évaluation aussi, ou quelles erreurs corriger. Est-ce que vous allez choisir de corriger les erreurs qui vont
qui vont entraîner des malentendus, par exemple, uniquement ce type d'erreur, ou vraiment un spectre beaucoup plus large d'erreurs. Voilà. Évaluer la prononciation, parce que le cadre européen commun de référence, il donne vraiment très peu d'indications par rapport à la qualité de la prononciation. Il dit qu'à partir du niveau B2, on parle de prononciation et intonation claire et naturelle. Et qu'est-ce que ça veut dire exactement? On ne sait pas vraiment. Donc, comment évaluer? On est un petit peu dans le flou. Est-ce que vous allez évaluer l'intelligibilité du message? Est-ce que vous allez évaluer la prosodie, c'est-à-dire si ça respecte les schémas intonatifs du français, le rythme du français? Est-ce que vous allez évaluer les sons individuels? Ça, là aussi, il y a beaucoup de questions à se poser. Et sur quoi vous allez évaluer? Est-ce que vous allez évaluer sur une production, un enregistrement que l'élève a fait? Est-ce que vous allez évaluer sur le discours, un discours spontané qu'il va vous faire? Voilà. Bon, suggestion. Moi, je pense que j'ai dépassé mon temps de parole, donc je ne vais pas aborder les suggestions. Si vous avez été intéressé par des études dont j'ai parlé, ici, vous voyez la bibliographie, toutes les études sur lesquelles je me suis inspiré pour faire cette présentation. Voilà. S'il y en a une qui vous intéresse, n'hésitez pas à écrire. Donc, lequartierfrançais.ru, vous avez le site, vous nous écrivez, vous m'écrivez, vous me dites, ouais, j'aimerais bien avoir la liste des études sur lesquelles tu t'es inspiré pour faire ta prononciation, et je vous l'envoie, il n'y a pas de problème.